Actu Debout. Prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Comme pour le renier. Mais après, il est revenu maintenant à la charge pour l'adopter comme une référence, un modèle, en améliorant sa méthode forte pour en faire une méthode cynique infligée au peuple. Et il faut vraiment être proche de lui pour savoir comment il réfléchit. J'ai envie de rentrer dans la tête de Faure Gnassingbé pour savoir comment il réfléchit. Et quand il a des gens, des interlocuteurs, il est le seul à faire des promesses pour juste te mettre en difficulté. Il y a des investisseurs, même il y a des gens à la veille de la formation du gouvernement. Ben, il reçoit des gens, il leur fait des promesses, même des investisseurs, même des jeunes qui vont demander, qui exposent des projets. Parce que tu veux faire un projet pour être influent. Il va te faire 1000 promesses, il va te dire que bah, d'ici telle personne va t'appeler et tout. Et à la dernière minute, tu ne le retrouves plus. Pour te faire mal, c'est... Comment on appelle ça? Vous passez-moi le mot, celui qui est content de la douleur, de la souffrance des autres. Sadique. Sadique. Donc il est dans un sadisme où il est fier. Il en est fier. Je vais vous raconter l'histoire de Ayassor. Comment il a limogé Ayassor. Ayassor, quand on était arrivé à le mettre à nu par rapport à sa gestion calamiteuse de la route Lomé-Vaughan-Foin, de sa gestion calamiteuse de la route Tablibo-Tchévier, et ensuite il embêtait tous les ministres. Ayassor disait que je suis le seul ministre qui peut dire non à Faure Gnassingbé. Quand Faure Gnassingbé dit que voilà, allez voir Ayassor, il va vous faire ça, je suis le seul à dire non, et vous allez retourner à la maison. Les ministres venaient rester à la salle d'attente du ministre Ayassor, ministre de l'économie, pour juste avoir peut-être les bons d'essence qu'il avait mis dans son placard, des centaines comme ça, et qu'il refusait de donner. Tout simplement parce que, pour les embêter. Il y avait des missions où des ministres étaient sur ces missions. Quand on arrive chez Ayassor, il dit ben, cette mission-là, ça sert à quoi? Et pourquoi tu veux prendre une classe à faire? Ben, il faut prendre une classe go. Et les ministres partaient. Et parfois, il leur promettait jusqu'à la dernière minute, il dit bon, cette mission ne vaut pas la peine, tu ne vas pas aller. Les ministres étaient en courroux contre Ayassor. Et chacun priait qu'il tombe. Bon, moi j'écrivais des articles, je faisais des investigations. Je suis allé jusque dans son village pour aller découvrir l'information selon laquelle il a enterré la photo de Faure Gnassingbé sous une statue satanique qui est au cœur du village de Défalé, dont j'ai pris la photo. Je suis allé dans les montagnes, je suis allé dans les couloirs de Niamtougou et de Défalé. J'ai passé tout un week-end de vendredi soir jusqu'à dimanche soir pour découvrir tout sur Défalé. Et quand je l'ai bombardé, ce sont ses sœurs qui ont applaudi. Que voilà, enfin on a découvert. Faure Gnassingbé ne nous regarde même plus. Même si nous lui posons, nous faisons des demandes, il nous dit d'aller chez Ayassor et il nous fait baratiner. Et c'est suite à ce scandale-là que Ayassor est tombé. Avant que Ayassor ne tombe, Faure Gnassingbé l'avait invité à la présidence. Ils ont bu, ils ont mangé, et puis il l'a mis en confiance. Et il a appelé entre 19h et 22h. Donc le téléphone d'Ayassor était éteint. Au même moment qu'il était avec lui, il était limogé au journal de 20h. Et quand Ayassor est sorti, il a allumé son téléphone. Il a constaté que plein de gens l'appellent. It's not connected to my printer. It's At all. yeah. This is a different printer. I don't know what printer. I don't know if it's trying to go to my printer. Bertrand, ton micro. I'll try to. You send it to email. Listen, don't worry. He got you. She got me. I know her. You know what? I'll tell you one story. Yeah. I was in Africa. Ton micro. Can you imagine? I was in Africa when Vous you pouvez see le my kids, descendre. right? Yeah, Vous pouvez le descendre That's temporairement. the part. Okay. Yeah, she wanna copy and play. I tell you, she got a solution for you. Claudine n'est pas là. It should be the other side, right? The other side. No. The other side. This machine. No, down. Yeah. Voilà.
je l'ai muté. Donc, Ayassor est sorti de chez Fort Gnassingbé. Il a allumé son téléphone. Il y avait plein de messages. Des gens l'ont appelé, des gens l'ont dit, courage, monsieur le ministre. Il ne comprenait rien. C'est quand, après, quelqu'un d'autre l'a appelé avant d'arriver à la maison. On lui a dit que, ben, monsieur, vous n'êtes plus ministre, hein, on vous a destitué. Et c'est maintenant qu'il commence par appeler fois pour savoir ce qui s'est passé. Le monsieur n'a jamais décroché. Il aime bien ça. Il est content de lui avoir fait ce coup-là. C'est ça fort. Je suis en train de donner des exemples. Je ne vais pas faire une analyse psychologique parce que il faut l'étudier. Mais je donne des exemples pour que vous puissiez, ou bien tu puisses toi-même aller racoler tout ça là et voir comment il fonctionne. Et c'est comme cela que Ayassor est tombé. Un autre exemple. Pascal Bodjona. Pascal Bodjona était en voyage avec Ford, je crois, en Chine à l'époque quand les journaux commençaient par tirer sur lui sur l'affaire de l'Émirati et de l'escroquerie internationale. Ford Gnassingbé savait très bien qu'on tirait sur Pascal, mais il ne donnait pas l'impression qu'il était au courant de tout cela. Et Pascal était stressé, il appelait les journalistes de partout. Pourquoi vous avez écrit ça? Je vais arriver, vous-même vous allez voir tous ceux qui sont derrière ça là, tout ça. Ford était tranquille comme si il était... Alors qu'il était au courant, en tant que président de la République, on lui faisait les rapports. Et justement parce que Pascal Bodjona lui faisait ombrage, il avait saisi cette occasion-là pour le destituer. Et le marathon judiciaire a commencé pour Pascal Bodjona. Il était ministre de l'administration territoriale. Ça a commencé. On le convoquait, tout. Au point où on lui envoie une convocation à répondre devant le juge d'instruction. Parce qu'elle se dit, ben, c'est pas possible. Moi, il va chez Fort Gnassingbé le soir. Avant d'aller, et le soir, vous voyez, il est allé chez Fort Gnassingbé, il lui a annoncé ça. Fort Gnassingbé dit demain, avant d'aller là-bas, avant d'aller au tribunal, il n'a qu'à passer le voir, il n'a qu'à venir lui montrer, il va voir celui qui a osé lui faire cette convocation pour répondre devant le tribunal. Mais ça veut dire quoi? Que les gens s'amusent dans ce pays. Le lendemain, avant d'aller au tribunal, Pascal Bodjona est allé chez Fort et il lui a montré la convocation qu'on lui a adressée par le juge d'instruction. Fort Gnassingbé a pris la convocation, il a déchiré. Toi, allez, vas-y, on ne va rien te faire. Pascal Bodjona sort tout joyeux. Dès qu'il est sorti, Fort Gnassingbé appelle le tribunal, il faut qu'on ait un mandat de dépôt. Et quand il arrive, on lui a dit que, bon, monsieur, on va vous mettre en détention parce que pour faire continuer les enquêtes. Il a dit, c'est pas possible. Il a commencé par appeler Fort Gnassingbé, il n'a jamais décroché. Il n'a jamais décroché. Et Pascal Bodjona est allé au Louvre. Voilà un point, hein, c'est un millième hein, de la personnalité de Fort Gnassingbé. Son père a toujours dit, Gnassingbé Eyadema, j'ai côtoyé certaines personnes qui ont travaillé avec son père, qui aujourd'hui sont en difficulté, sont en disgrâce, parce qu'il lui disait la vérité. Son père a toujours dit de lui que, oh, vous allez voir tout de suite, il n'assume jamais, il va fuir. Il pose des actes, au dernier moment, pour répondre à ces actes, il disparaît. Il s'incline. Il y a des faits que je vais rapporter parce que, au-delà de tout ça, et pour les questions de femmes, il est prêt à tout abandonner, quoi, sur les missions, sur le pouvoir, sur signer les documents importants, les dossiers importants. C'est ça. Donc, il aime bien, et la femme, comme tout le monde le dit, hein, ça c'est vrai, c'est un défaut ou une qualité, je ne sais pas ce que c'est. Et il est arrivé un moment où il est envoyé en une mission importante de son père, de Gnassingbé Eyadema, qui lui avait dit, va avec telle personne accomplir cette mission, qui était stratégique parce qu'Eyadema était menacé, il se disait, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Malheureusement, ils n'étaient pas à ce rendez-vous. Ils ont pris l'avion, ils sont passés à Paris, ils sont allés à Washington, mais après, pour certaines rencontres stratégiques, il n'a pas répondu à l'appel.
Et quand le moment du compte rendu est arrivé au niveau de la présidence, Yassine Yadema a appelé pour dire que bon, faites-moi le compte rendu. Et le monsieur qui était malin a dit, ah, on est allé à la mission, hein. Mais comme moi je ne comprends pas anglais, et c'est une mission dans un pays anglophone, aux États-Unis. Donc il faut appeler Frère Yassine pour qu'il te fasse le compte rendu, comme pour l'embêter. Et on commence par appeler à l'époque le ministre, Frère Yassine, il n'a jamais répondu. Et le président dit que ben, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Dis-moi ce qui s'est passé. Il n'assume jamais, il a dû encore faire quelque chose et puis il a en train de fêter. Donc voilà un peu la psychologie du président du conseil, Frère Yassine. Et au-delà de la psychologie, il faut faire la lecture astrologique. Il est Gémeaux, hein? Le Gémeaux, c'est sortir de situation. Il arrive à la limite de la chute, mais il a trouvé les moyens de sortir de situation. Est-ce que vous pouvez imaginer que malgré tout ce que Donald Trump a traversé, les redressements fiscaux, les histoires d'attouchement et avec des femmes, tout ça, le monsieur, il est sorti, il est élu président. Malgré tout. On dirait même que c'est l'ouragan qui nourrit la force du Gémeaux. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas superstitieux, j'ouvre une parenthèse sur l'astrologie. Les Gémeaux. Pardon, monsieur Carlos, je suis Gémeaux, hein, donc nous sommes serpents comme ça, dragons à la fois. Oui. Les deux extrêmes. Extrêmement bon, extrêmement mauvais. C'est les deux extrêmes. Et les Gémeaux arrivent toujours à sortir de situation. Je vous ai dit, toutes les attaques que vous infligez à Fabre, Jean-Pierre Fabre, il est toujours debout. Il est insensible. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas le plan B. Et il s'est traqué ses ennemis, c'est comme ça. Il s'est traqué, Donald Trump le fait. Tout le monde, il faut un peu voir tous ceux qui sont dans votre entourage, qui sont nés entre le 22 mai et le 21 juin, des Gémeaux. Vous allez voir un peu leur psychologie. Ça, c'est une parenthèse parce que je ne veux pas faire... Donc, les gars, en bas là, il faut avoir peur de moi, hein. Je suis Gémeaux aussi. Hein. Tu vas être Gémeaux devant qui? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai juste voulu donner des exemples. Oui. Il y en a plein parce que il m'arrive de passer 5 heures de temps à écouter les contes, les légendes, les histoires, et les faits et gestes des arcanes du pouvoir au Togo, au centre desquels se trouve Fort Gnassingbé. Merci. Il y a beaucoup d'informations que nous avons, mais c'est vrai qu'on ne va pas tout détailler, tout dire ici. Nous sommes dans un live de test et que on l'appelle les académies populaires, on va dire tout. Aujourd'hui, on a parlé un peu politique, c'est Mérite qui nous a amenés sur le terrain politique. Désolé. Merci beaucoup. Certaines choses, et c'est toujours bien pour moi de partager ces expériences. Merci beaucoup, Monsieur Carlos, pour cette question. Sincèrement, c'est très bien fouillé la réponse et c'est au-delà même de mes attentes parce que, au moins, avec cette question sur ce côté mutique et maladivement très taciturne de Monsieur Fort Gnassingbé, vous avez réussi à relever aussi le côté, du moins très très mauvais, très très bon de Monsieur Fort Gnassingbé. Et c'est d'ailleurs ce que Monsieur Jean-Paul Agbo a dit dans son livre là, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, Une démocratie en construction. À la page 96, Monsieur Jean-Paul Agbo disait que le jour où Monsieur Bacha avait été arrêté, paraît-il qu'on l'avait conduit chez Fort Gnassingbé. Et arrivé dans le bureau où Fort Gnassingbé était assis, apparemment sur la table, il y avait une Bible et un pistolet. Je ne sais pas si je suis sûr que vous connaissez peut-être cette anecdote, mais bon, paraît-il qu'il y avait un pistolet et une Bible sur la table, comme pour dire que le pistolet pour symboliser la force publique qui reste de son côté, la Bible pour manifester sa foi inébranlable en Dieu. Sincèrement, c'est une visualisation d'une personne qui m'a beaucoup expliqué et justifié tout
du cynisme, du cynisme et du froid qu'incarne ce personnage-là à la tête de cet État. Donc, merci pour votre réponse. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Il observe, je crois, il sait tout ce qui se passe autour de lui. Il n'aime pas les critiques. Quand tu les critiques, il s'énerve. Il n'aime pas qu'on lui exprime ses faiblesses. Il aime qu'on parle très bien de lui, qu'on fasse ses éloges. Il est l'ange et la bête, quoi. Ça veut dire que il peut te rassurer et, comme de la nature des jumeaux, il te rassure, 5 minutes après, il est autre chose carrément par rapport à ce qu'il t'a dit. Et c'est ça qui constitue sa force. Le silence. Les gens ne savent pas ce qu'il dit. Un jour, on a envoyé Pascal Bodiona aller à la télévision togolaise nommer les membres du nouveau gouvernement. Il y a eu un remaniement. Et vous imaginez que le monsieur, il est allé faire donner la liste des nouveaux ministres qui sont nommés lui-même, il n'était pas dedans. Et il ne le savait pas. Donc c'est à la dernière minute, puisque, comment cela se passe? Quand on envoie un porte-parole du gouvernement pour aller donner la liste des ministres, lui-même il ne sait pas les membres du gouvernement. Peut-être il a été consulté, il ne sait pas si son nom est dedans. Donc c'est à la dernière minute, devant l'écran de la télévision, quand il était déjà au plateau, qu'il a essayé de voir si, en fait, est-ce qu'il y a un modo qui peut faire monter Claudine? Je crois que... Ce sera toi. Personne n'est modo ici à part. J'ai beaucoup de modos. Je vais voir. Voilà, je crois que c'est bon. Tu es là? Ouais, je suis là, désolé, j'étais en train de faire 20 choses à la fois, comme d'habitude, j'étais tombée. Bon, merci. On continue. Merci. Merci. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de Faure Gnassingbé, Bodiona, oui, dans la liste du gouvernement. Il y a une minute que tu peux regarder, voir si ton nom est dedans. Et Pascal Bodiona regarde dans la liste, lui-même il n'était pas dans la liste, il était venu nommer un gouvernement dont il n'était pas membre, alors qu'il était très influent. Et vous le connaissez, hein, dans sa fougue, il a refusé de nommer le gouvernement à 20 h à la télévision. Donc on a dû rester, on a mis l'antenne en sourdine pendant des minutes. Il a essayé de régler ce problème pour être sûr à la dernière minute d'être nommé sur le gouvernement avant d'accepter de revenir. Et vous vous rappelez souvent que quand il y a une information importante, on veut nommer un gouvernement, et la télévision ne démarre pas le journal à 20 h. Hein. Vous allez voir, on fait des trucs, on dit bientôt le gouvernement, bientôt ceci, et ça traîne pendant 20 minutes, 30 minutes pour créer un suspense. C'est parce que même jusqu'à la dernière minute, il y a toujours des petits réglages. Telle personne a appelé et tel officier a appelé pour dire que sa fille n'est pas dedans. Je veux parler de Assis, et qui est de la famille et qui a toujours sa fille Assis qui est indéboulonnable. Donc si son nom n'est pas dans le gouvernement, c'est que le gouvernement ne doit pas passer. Ou bien le lendemain, on doit faire un rattrapage pour la mettre dans le gouvernement. Et puis d'autres personnes. Il y a des jeux d'intérêt. La famille de tel, la maîtresse de tel, le parent de tel, l'oncle de tel. Tout ça, ça s'organise au niveau de la nomination du gouvernement. Et il faudrait faire des derniers réglages. C'est pourquoi le gouvernement de Faure Gnassingbé est toujours kilométrique. On nomme les ministres aujourd'hui, demain, il y a un nouveau ministre qui est entré, il y a un secrétaire d'État qui est nommé, il y a un ministre dont on a changé le portefeuille pour l'amener ailleurs, tout ça. C'est comme cela. Parce qu'on n'a jamais réussi à mettre les choses dans une situation planifiée
où on nomme le ministère, le gouvernement, et c'est parti. Donc, il y a ces différents aspects, et tout le monde le craint. Ah, tout le monde craint Faure Gnassingbé. Il n'y a personne qui ose. Quand il est là, vous pouvez parler derrière lui. Les Victor de tout cela, quand elles vont dans leurs rencontres informelles, parlent de Faure Gnassingbé, font des choses, mais devant lui, il a réussi à créer une personnalité hydre, un dragon. Et quand tu es en face de lui, tu as peur, sinon il risque de cracher le feu, même s'il est silencieux, même s'il ne parle pas. Quand tu es avec lui et que tu dis des choses qui ne l'intéressent pas, il se met à jouer sur le téléphone. Il a des petits jeux, il aime bien. Tu te fatigues et puis tu pars, quoi. Donc voilà un peu la personnalité qui dirige le Togo, qui a su maintenir une influence de plomb sur ses proches collaborateurs, sur l'armée, sur les gens qui sont dans le secteur économique, sur sa propre famille et sur toutes les personnes influentes qui peuvent venir de l'extérieur pour tenter. Et quand les gens viennent, ben, finalement on accuse les Togolais, on dit que ben, ce monsieur, vous devez être fier de lui. Et il n'a rien à lui reprocher. Parce qu'il présente le visage d'ange. Et il dit des choses, il banalise les trucs. Que non, ben, c'est ça. Ah bon? Mais moi, je ne suis pas au courant. Ah, mais ça devait être réglé. Mais qui devait faire ça? Il appelle quelqu'un. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, c'est pas possible. Alors que c'est lui qui est au centre de tout ce qui se passe. Et rien ne se passe. On dit on a arrêté quelqu'un, Faure n'est pas au courant. On a fait, il y a eu une magouille, Faure n'est pas au courant. Il est au courant de tout. Il y a eu un braquage ici, il n'est pas au courant. Il est au courant de tout. Il a plusieurs services de renseignement. Il y a des femmes qui incarnent des services de renseignement. Il y a des hommes qui forment des services de renseignement. Il y a toutes les unités qui ont des services de renseignement. Il y a des civils qui ont des services de renseignement. Et tous se lui rendent compte. Et il fait toujours la contradiction et le recoupement nécessaire pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et il sait comment faire le malin et accepter, comprendre que bon voilà, c'est vrai ce que tu as dit, mais il sait bien que ce n'est pas vrai. Et il le dit qu'il a appris ça de Gnassingbé Eyadema. De son père Gnassingbé Eyadema, quand les gens faisaient l'émotion à Lomé 2. Quand les gens faisaient d'émotion. Il savait que tout le monde mentait. Des gens qui étaient sous l'arbre disaient que bah, on a vu Gilles Kisso Olympio a armé des gens, ils ont enterré les armes ici et que bientôt ils vont sortir ces armes et tout ça là. Il sait qu'ils ont menti, mais il leur donne de l'argent, aller faire une conférence de presse, non seulement pour qu'ils soient exposés à l'opinion, pour que les gens les détestent, mais aussi pour réussir à incriminer l'opposition, qu'ils sont en train de monter des coups. Il y a beaucoup de choses qui se disent, ce n'est pas de l'imagination, c'est vrai qu'ils ont des laboratoires pour fabriquer des trucs contre les gens, mais les gens viennent avec des idées saugrenues qui sont efficaces pour lui, sa politique. Il accepte ça, il les fait publier à travers des motions, comme on les appelait, pour ceux qui ont connu les périodes d'Eyadema, tous les samedis, tous les vendredis, il y avait des motions. Nous, population de Baie, nous disons que l'opposition est venue enterrer des armes ici et que nous ne sommes pas d'accord. Nous invitons le président à prendre les mesures et tout ça. Allez, on leur donne 5 millions, 10 millions et ils se partagent et c'est fini. Après c'est Tablibo, après c'est Tchévier, après c'est Anéro, après c'est partout. Donc il avait cette capacité de jouer sur les deux feux, conforter son pouvoir, anéantir l'opposition et donner l'impression à ces gens-là de leur donner de l'argent pour qu'ils continuent. Parce que dans sa politique, dans sa philosophie, c'est que si les gens viennent rencontrer des mentions toutes les fois, le jour où il y aura la vérité, ils viendront le dire aussi. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre, puisqu'il y a l'argent du pays, il peut donner l'argent du pays à tout le monde, donc il n'a rien à perdre. Donc voilà le contexte dans lequel on peut étudier la psychologie de Faure Gnassingbé comparée à son père et comparée à ce qu'il fréquente et ce qu'il lit. À un moment donné, il a commencé par prendre Paul Kagame comme modèle, parce que Paul Kagame, il a réussi à instaurer le respect sur sa personne. Le monde entier
salue ce qu'il fait, mais en interne, il a neutralisé l'opposition. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de respect des droits de l'homme, pas de respect de liberté, mais il reste puissant. Mais la différence avec Paul Kagame, c'est que lui ne développe pas le pays. Paul Kagame a transformé le Rwanda, malgré le génocide qui a détruit le pays. Il a remonté la pente et il construit. Et le Rwanda est un pays enviable qui est presque un paradis pour les Blancs. Ou quand on veut donner une référence en matière de développement en Afrique, on parle du Rwanda, par le Botswana, le Kenya et tout ça. Mais lui, le développement n'a pas suivi. Parce qu'il n'a pas été actif sur le terrain. Il n'a jamais rien dirigé. Paul Kagame a été un chef rebelle. Il a fait l'armée, il est resté dans les maquis, il est resté dans la brousse, il a fait tout ça. Faure Gnassingbé est né avec une cuillère en or. Il ne connaît pas la souffrance. Il n'a jamais payé une facture d'électricité. Si les journalistes qui l'interrogent dans des interviews télévisées pouvaient lui demander combien coûte la bonbonne de gaz ou bien le bâton de pain, je suis sûr qu'il ne saura pas combien coûte le pain. Combien coûte le paquet de sucre ou bien la boîte de lait pique. Je ne suis pas sûr que Faure Gnassingbé, mais c'est ça. Alors qu'en politique, tu dois pouvoir maîtriser les derniers détails. C'est ce qui fait la richesse de Jean-Luc Mélenchon. Il connaît le monde, il connaît l'histoire, il connaît la géographie, il connaît la géopolitique. Et quand il parle, il harangue les fous. Parce qu'il maîtrise tout ça. Donc c'est pourquoi la différence avec les autres, c'est qu'il prend un peu des choses mauvaises chez les autres et il ne prend pas ce qui est bien pour développer son pays. Parce qu'il manque de légitimité. Il n'arrive pas à convaincre, il ne communique pas, il n'arrive pas à convaincre. Et ça, c'est son arme. Parce que lui, son ambition, ce n'est pas de développer le pays, ce n'est pas de créer des conditions. Parce que pour lui, il en a déjà fait suffisamment, quoi. Et c'est donc que les Togolais, on a créé l'hôpital Dr Lafia. Mais quand même, les Togolais sont ingrats. Mais on a fait un pont et l'échangeur à Gouénon. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient les Togolais? Je ne les comprends pas. Mais on a donné nos vies. Comment on a donné 5 000? Est-ce que Ouattara a distribué 5 000 aux gens? Est-ce que Talon a distribué 10 000, 25 000 aux gens? Mais quand même, les Togolais exagèrent. C'est comme cela qu'ils réfléchissent. Parfois, c'est peut-être par inconscience. Il se dit que non, que lui, il fait bien. Il ne mesure pas que le pays est détruit, le pays est délabré, le pays est dans la déconfiture totale. Il ne l'imagine pas quand les gens le disent. Parce qu'il n'a pas des gens courageux qui vont lui dire la vérité. Dans le projet de 5e République, il y a des ministres qui ont poussé l'outrecuidance d'aller lui dire que la période n'est pas favorable, si on le fait, il y a ceci, est-ce que ça va marcher, tout ça là. 2 ministres. Il les a écoutés religieusement. Dès qu'ils sont partis, il a rappelé ceux qui devaient venir le conforter, le rassurer par rapport à la 5e République. Les Adjourouvier et autres. Et c'est eux qu'il a écouté. Il a dit, allez me faire ça. Et voilà. Et ils ont réussi. Et quand il leur dit, c'est que mission, il faut accomplir la mission, quoi. Ce n'est pas une question de aller essayer ou bien allez-y, revenir me rendre compte si ça ne marche pas. Non. Allez le faire. Et revenez-moi avec des résultats. Et ça a marché. Et quand on pose la question, il y a une résistance, il faut réprimer. Je ne veux rien entendre. Il faut gérer ça. Donc les gens se mettent dans des folies meurtrières pour systématiquement réprimer toutes les velléités, tout ce qui a tendance à combattre la forfaiture. Bon, on n'a pas fait un live pour parler de Faure Gnassingbé. On va parler de lui tout le temps parce que c'est lui qui est le problème du Togo. C'est lui qui n'arrive pas à incarner le développement, la transformation du Togo, qui a des richesses, qui offre des opportunités. Le Togo peut être comme un pays moderne. Nous avons des ressources que le Bénin n'a pas. Nous avons des ressources que le Ghana n'a pas. Mais le Togo peut être un pays émergent, épanoui, plus que beaucoup d'autres pays. Mais parce que nous avons un personnage qui n'a pas de vision, qui ne planifie rien,